Ce que Hegel expose maintenant, c'est une sorte d'objection sérieuse à la définition de la volonté par la décision. Il y a quelque chose en nous qui refuse de décider au nom de la liberté. Dans le deuxième moment logique de ce texte, donc, il s'agit de montrer négativement ce qu'est la décision en exposant les raisons qui expliquent pourquoi on n'arrive pas à se décider. Hegel sent bien que le vrai problème, c'est celui de l'indécision. Et en fait, c'est ça le cœur du texte. Je sais que plusieurs d'entre vous ressentent souvent cette difficulté de prendre une décision, comme si la décision angoissait, comme si elle faisait peur. La première raison de l'indécision, c'est le manque de caractère. Le caractère ici, il faut le mettre en relation, je crois, avec ce que les stoïciens appelaient la vertu, et qu'il faut comprendre comme une force d'âme, une énergie dans le vouloir. C'est le fait de ne pas être porté seulement par un désir capricieux, variable, éphémère, mais par la raison. On va dire que celui qui n'a pas de caractère, c'est en même temps celui qui ne sait pas ce qu'il veut, par absence de la raison, et donc qui ne veut pas vraiment, qui ne veut pas du tout. Le caractère, ce serait aussi, pourrait-on dire, ce que Spinoza appelle le conatus, c'est-à-dire la puissance d'exister, la persévérance dans l'exister, ou bien ce que Nietzsche appellerait la volonté de puissance, la volonté vers la puissance d'être. On voit que le caractère, c'est ce qui est appelé habituellement la volonté, au sens où on dit de quelqu'un qu'il a de la volonté, et ce serait un trait de caractère inné. Vous le voyez, j'introduis dans l'explication des connaissances tirées de mon cours, si je les ai bien sûr, si j'ai revu mon cours, et par lesquelles j'éclaire l'arrière-plan philosophique du texte. Il s'agit d'aborder maintenant le cœur du texte, la véritable cause de l'indécision, ce que Hegel appelle une certaine délicatesse de l'âme. Alors de quoi s'agit-il ? Ce n'est plus maintenant une absence, une privation, comme dans le cas du manque de caractère. Il s'agit d'une qualité positive du vouloir. Vous voyez en passant que la phrase qui donne la thèse principale, énoncée dès le début du texte, ne suffit pas à énoncer le contenu, le cœur du texte. Autrement dit, il ne suffit pas de redonner une phrase du texte, fût-elle la plus importante, pour dire ce que veut dire le texte. Il s'agit en fait d'une attitude noble, sur le plan moral, qu'on pourrait qualifier d'attitude scrupuleuse, réfléchie, mais qui est en fait une erreur sur la nature de la volonté et de la liberté. C'est l'attitude que Hegel, citant Goethe, appelle la belle âme. Hegel en parle à plusieurs reprises, notamment dans la phénoménologie de l'esprit, avec des sens un petit peu différents. On a dit que décider, c'est donner un objet à son désir. Mais ce faisant, semble-t-il, décider s'oppose à vouloir, à désirer. Or, être libre consiste à tendre vers tout ce qu'il est possible de vouloir. Donc décider, c'est ne plus vouloir, c'est ne plus être libre. Voilà l'argument que la belle âme oppose à la décision. Se déterminer, c'est s'engager, dit Hegel, dans la finitude. C'est donc se donner des limites. Vous voyez peut-être que c'est le même mot à l'origine. Dans la notion de finitude, il y a la notion de finis, c'est-à-dire de frontière, de limite. Pourquoi ? Décider, c'est choisir un possible par rapport à d'autres. Je décide d'aller dans cette fac ou dans cette école et pas dans telle autre. Je décide de sortir avec Germaine et pas avec Gertrude. Or, l'être d'impossible a une définition, une essence, c'est-à-dire des limites. Il est ce qu'il est et il n'est pas ce qu'il n'est pas. Cette fac-là, elle n'est pas cette autre fac. Cette femme-là, elle n'est pas cette autre femme. Le possible choisi n'est pas l'autre possible. Donc, abandonner l'infinité, et là je cite le texte, c'est ne pas renoncer à la totalité, c'est-à-dire la totalité des possibilités, c'est donc rester absorbé dans ses pensées, c'est-à-dire ne pas s'engager dans l'effectivité, dans le réel, c'est se ménager, et le mot est bien là, une possibilité universelle. Vous voyez que je reprends à différents endroits du texte les formules qui me paraissent dire la même chose et je les redonne ensemble. En déroulant le raisonnement du texte, donc, à nouveau, je ne m'interdis pas d'aller et venir dans le texte, de repérer ce qui dit la même idée. Par exemple, je ne vais pas sortir avec Germaine parce que sinon je ne pourrais pas sortir avec Gertrude. En conséquence, je ne sors ni avec Germaine ni avec Gertrude. Cette belle âme qui peut toujours ne pas choisir, on peut peut-être
la rapprocher de la conception que se fait Descartes de ce qu'il appelle le libre arbitre. La grande thèse de Descartes sur la volonté, c'est qu'elle est déliée de la raison, de l'entendement. La volonté est toujours libre par rapport à toute raison, même les plus raisonnables, même les plus évidentes, même les plus rationnelles, si j'ose dire. Je peux ne pas vouloir ce qui pourtant apparaît rationnellement comme à faire, comme devant être fait. Et c'est cela la liberté absolue de la volonté. La volonté ne peut être contrainte par aucun mobile ou par aucun motif, même dans le domaine moral. C'est pour cela que nous pouvons vouloir à l'infini n'importe quoi, alors que notre connaissance, notre pensée sont toujours finies. D'ailleurs, c'est pour cette raison que pour Descartes, ce qui est l'image de Dieu en nous, ça n'est pas la pensée, la raison, puisque notre pensée, notre raison sont limitées, sont finies, alors que la pensée de Dieu est infinie. En revanche, notre volonté est infinie. Nous pouvons vouloir absolument tout, même si c'est absurde. Je peux vouloir devenir Superman ou Batman. Et c'est cela, la trace de Dieu en moi. Cette conception de la volonté libre, on peut la représenter par un système mécanique simple. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de la liberté d'un système mécanique? On veut dire qu'il a la capacité de se mouvoir ou de se déformer sans empêchement. La liberté dans ce cas définit l'excès des forces qui tendent à la déformation du système sur celles qui tendent à sa conservation en l'état. Prenons le cas d'un système mécanique simple, une balance à plateau. C'est justement l'image dont on se sert parfois pour représenter la décision volontaire. Nous hésitons entre deux parties à prendre, entre deux possibilités, Germaine ou Gertrude, aller en fac à Montpellier ou à Marseille, voter pour Macron ou s'abstenir, un peu comme les plateaux d'une balance vont pencher d'un côté ou de l'autre. La liberté apparaît alors comme la force qui est capable de faire pencher la balance, c'est-à-dire d'emporter la décision dans un sens ou dans l'autre. J'emprunte cette comparaison à un professeur que j'avais eu en classe préparatoire, qui s'appelait Monsieur Gourina. D'abord, on peut imaginer la situation où les plateaux de la balance sont également chargés. Je n'ai pas plus de raison d'aller en fac à Marseille qu'à Montpellier, j'y ai autant d'amis, les profs y sont de même niveau, où j'ai pas plus de raison de sortir avec Germaine qu'avec Gertrude. C'est ce qu'illustre l'image aussi de l'âne de Buridan. Buridan, c'était un professeur de philosophie à Paris, à la Sorbonne, au XIVe siècle. Et alors, il prenait un exemple qui est devenu célèbre. Dit-on, imaginez un âne qui est assoiffé et qui est affamé, et vous le placez à égale distance d'un seau d'eau et d'un picotin d'avoine. Vers quoi se dirigera-t-il en premier? Eh bien, il mourra. Il mourra de faim ou de soif, de faim et de soif, parce qu'il ne pourra pas bouger. Pourquoi? Il n'a pas plus de raison d'aller d'abord vers l'avoine plutôt que vers l'eau, ou réciproquement, puisqu'il n'a pas précisément de volonté libre, lui. En fait, on trouve déjà ce paradoxe chez Aristote, qui lui parle de chien. Pour Descartes, la liberté, c'est la force supplémentaire qui permet de faire pencher la balance d'un côté plutôt que de l'autre. Comme dit Descartes, c'est la force qui nous permet de nous déterminer aux choses auxquelles nous sommes indifférents. Ici, la volonté est libre au sens où elle n'est pas déterminée par un mobile ou par un motif, qui serait capable de l'emporter dans un sens ou dans l'autre. La liberté est alors ce que Descartes appelle la liberté d'indifférence, c'est-à-dire la force qui est capable de la faire sortir de cet état d'indifférence ou d'indétermination. Mais on peut aller plus loin. Si la liberté de ma volonté est absolue, est infinie, alors aucune raison, si forte soit-elle, ne peut la contraindre. Le pouvoir de la liberté, dans ce cas, se manifeste donc dans la capacité à ne pas choisir, c'est ce qu'on voit avec la belle âme dans le texte de Hegel, ou bien même dans la capacité à choisir contre toutes les raisons naturelles, logiques, morales, c'est-à-dire à faire pencher la balance du côté le moins lourdement chargé, comme une sorte de pouvoir absurde, irrationnel. J'ai aucune raison de faire ce que je fais, mais parce que je suis libre, je choisis de le faire. Vous voyez le rapport avec ce que Hegel appelle la belle âme? La belle âme se sent si libre, si désireuse de protéger son absolue liberté, qu'elle se retire de toute contrainte rationnelle, qu'elle se pose dans la capacité à ne pas choisir. Je préférerais ne pas, comme dit Bartleby, le héros de Melville. Je m'abstiens, parce que si je ne le fais pas,
je cesse d'être libre. Il me semble qu'on peut aussi évoquer Sartre ici. Sartre s'est toujours présenté d'ailleurs comme un héritier de Descartes. Comme pour Descartes, nous nous définissons pour Sartre par le fait que nous sommes conscients. Mais qu'est-ce que ça veut dire être conscient? Pour le comprendre, il faut partir de la différence qu'il y a entre une chose et un être conscient. Une chose, par exemple une table ou un cendrier, n'est jamais que ce qu'elle est. Elle est complètement enfermée en elle-même, dans sa définition, dans son essence. Une chose, c'est ce qui a une identité, une essence assignée. Une chose, c'est toujours un quelque chose. Une conscience, en revanche, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est-à-dire qui n'est jamais exactement ce qu'elle est. Être conscience, c'est ne pas être ce que l'on est. Prenez le cas du désir, dit Sartre. Quand je désire, je ne reste pas identique à moi-même comme un cendrier. Je suis modifié, je suis affecté, je suis hanté par l'objet de mon désir. Être conscient donc, c'est s'arracher sans cesse, toujours, aux déterminations qui nous définissent, qui nous bornent, qui nous limitent. Vous voyez que conscience et liberté s'identifient absolument chez Sartre. Et vous voyez aussi que la liberté consiste alors à ne pas coïncider avec sa définition, avec ses limites, mais au contraire à se projeter, comme dit Sartre, toujours vers ses propres possibles. Celui qui s'identifie à son essence, qui n'est plus que ce qu'il est, qui se fait chose, c'est ce que Sartre appelle le bourgeois, c'est le salaud. Et donc, il semble bien que la liberté sartrienne se confonde avec cette belle âme qui, selon Hegel, ne veut pas décider pour ne pas se limiter, pour ne pas perdre en liberté.